Déjà, bravo pour la naissance de ce Centre national de la musique qui nous réjouit tous. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que lorsqu'un spectateur de musique classique paye 20 € ce billet, il y a 80 € qui sont payés par les tutelles publiques, en fait. D'où l'importance de son indépendance financière. Alors, depuis qu'il est question de créer un Centre national de la musique, les composantes de la FIDIS qui doivent nécessairement bénéficier de taxes qui lui sont directement affectées et non pas de ressources prises sur le budget du ministère de la Culture. Un, pour ne pas ponctionner les actuels programmes du ministère. D'autre part, les taxes affectées sont vraiment le seul moyen de garantir sur le long terme une stabilité des ressources de l'établissement. Donc, le ministre a indiqué, on l'a entendu, que les nouveaux financements seraient pris sur le budget du ministère. Alors, qu'est-ce qui justifie cette exception, notamment par rapport au CNV, donc la chanson, et au CNC, le cinéma? Par ailleurs, il a aussi été question un temps d'élargir le champ de la taxe sur la billetterie affectée à l'actuel CNV aux ensembles symphoniques et maisons d'opéra. Alors moi, j'ai appris que les syndicats d'artistes, qui sont par ailleurs très favorables au CNM, étaient opposés à cet élargissement et qui considèrent vraiment qu'on doit exclure le classique du champ de la taxe. Voilà, quels sont vos projets à ce sujet? Merci beaucoup. Je vais continuer à répondre un peu, si vous me le permettez, en liste, parce que c'est moins agréable oralement, c'est quand même plus efficace pour être certaine de ne rien oublier. Première question, aurons-nous besoin des parlementaires? Mais oui, comme dire que nous en avons besoin est un faible mot, c'est-à-dire que c'est absolument... Je tiens d'ailleurs à le dire, parce qu'en réalité, j'allais faire un bon mot, en quelque sorte, et je pense que la manière dont la filière musicale a ressenti l'unanimité du soutien que vous avez apporté aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale a vraiment été, comment dirais-je, un moment d'émotion. Je le dis avec des mots un peu, comment dirais-je, peut-être excessivement affectifs, mais il faut que vous en preniez la mesure parce que c'est exact. Et donc, non seulement nous avons eu besoin de vous, ils ont eu besoin de vous, nos concitoyens ont besoin de vous, mais nous continuons d'avoir besoin de vous. Bien sûr, il y a des sujets de vote de budget, mais il y a surtout ce sujet vraiment très perceptible de la compréhension que vous manifestez à l'égard de ces enjeux et la reconnaissance que vous apportez à ces acteurs. Alors, ça peut paraître paradoxal, alors même qu'on vient de dire à l'envie à quel point la musique est répandue comme écoute, comme divertissement et comme art majeur, mais en même temps, curieusement, c'est vrai que le fait d'avoir été souvent, comment dirais-je, relativement marginalisé dans les soutiens publics pour la partie en tout cas de la musique marchande, commerciale, fait que cette unanimité a vraiment marqué l'esprit de toutes les parties prenantes. Donc vraiment merci à vous tous pour cela. Quelle est la place des organismes professionnels dans le conseil d'administration, le conseil professionnel? Leur place, je me suis exprimée à plusieurs reprises. En réalité, tout le monde sera présent. Et nous avons pris soin notamment dans le conseil professionnel, qui évidemment est plus large, donc qui permet peut-être d'avoir une approche plus fine dans la répartition des uns et des autres, des différents partenaires donc, de ce centre. Nous avons pris soin de croiser la nécessité que toutes les esthétiques y aient leur place, avec des critères à la fois de représentativité entre salariés et organisations patronales, et en même temps des critères de représentativité d'ailleurs, de représentation des catégories, différentes catégories d'emploi, et en même temps, bien sûr, des critères de poids économique dans les différents secteurs de la musique. Donc, je ne peux pas à ce stade vous apporter de réponse totalement comment dirais-je, détaillée, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais soyez vraiment rassurés sur ce point, ça a été notre souci constant. Deuxième sujet, la question au sens large de la
de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, en gouvernance, vous l'avez voté. Vous l'avez voté aussi bien dans le conseil d'administration que dans le conseil professionnel. C'est une avancée très significative et il nous appartiendra de faire en sorte... Alors, on a le sujet des commissions qui va être intéressant. Ça fera partie du règlement intérieur, bien sûr, leur composition dans un premier temps. Donc, on va fonctionner sur le modèle 2019, mais en 2020, quand on va voter le règlement intérieur, ce sera un sujet de règlement intérieur. Et puis, plus largement et de manière sans doute plus efficace en profondeur, la manière dont les organisations, les entreprises, les instituts de formation pourront promouvoir des actions concrètes visant à établir avec des cibles temporelles chiffrées une parité progressive qui ne sera pas évidemment instantanée, mais progressive dans ce secteur dans lequel vous avez raison de le rappeler. C'est historique, il y a à cela des quantités d'explications qui ne sont pas seulement des explications évidemment non antiféministes, qui sont aussi des explications liées à la manière dont se pratiquent ces professions dans certains de leurs aspects. Mais quoi qu'il en soit, on aura donc des objectifs qui seront à la fois dans le temps, progressif mais vraiment cadré, et je suis à titre personnel assez favorable à ce qu'on envisage de favoriser financièrement les organes ou les organismes, les structures qui les mettront en place dans les temps prévus. Voilà. Donc néanmoins, ça sera une discussion bien entendu à venir pour le 2020. Donc je ne me permets pas d'anticiper sur le vote du conseil d'administration. En tout cas, c'est son esprit. J'ai d'ailleurs participé, j'étais avec certains d'entre vous à l'Assemblée générale du PRODIS, et il y avait une table ronde qui a été organisée à partir d'une étude que le PRODIS, donc un syndicat d'entrepreneurs, de producteurs de spectacles, qui avait d'ailleurs lui-même diligenté une étude sur cette question et discuté autour de possibilités pour avancer en ce sens. Donc c'est un point très important. Mais nous nous y veillerons comme vous nous y avez incité. Sur le projet rassembleur et la question de taxer, il y a plusieurs questions autour des plateformes et de leur taxation. Écoutez, il y a une logique qui est assez, dirais-je, robuste, mais me semble-t-il efficace, en règle générale, dans la fiscalité. C'est que on taxe en général la valeur. On taxe à côté de la valeur. Donc la valeur est où, qui en profite, et dans une chaîne de valeur, où se situent les marges. C'est comme ça que, généralement, en tout cas, la fiscalité pesant sur les entreprises est opérée. Donc, la réponse à la question que plusieurs d'entre vous ont de manière diverse se soulever, c'est que, bien évidemment, eu égard au poids de la musique dans le champ du public, pour m'exprimer là encore volontairement très largement, il serait inconcevable qu'il n'y ait pas une adéquation entre la richesse produite et le fait qu'elle est produite largement grâce à des investissements collectifs de collectivités nationales. On ne devient pas chanteur par hasard, on ne pas instrumentiste par hasard, on se forme, on bénéficie pour ce faire de crédits publics, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a rappelé, largement d'ailleurs à travers des conservatoires ou autres modalités de formation financées par les collectivités territoriales et l'État pour le niveau national. Donc tout ça fait qu'il y a une véritable logique à avoir un retour sur investissement partagé pour la collectivité nationale. Vous n'ignorez pas qu'il ne m'appartient pas évidemment d'en décider, mais ce qui est très certain, c'est que ces réflexions devront être opérées, notamment grâce au Centre national de la musique pour l'avenir. C'est une de ses fonctions, parmi d'autres, de contribuer à ces réflexions d'avenir. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade sur cette question. Le jazz et les musiques classiques et plus largement les festivals. Alors, j'ai indiqué que dans l'utilisation des mesures nouvelles pour 2020, les festivals faisaient partie vraiment de nos cibles prioritaires.
Il serait imprudent de ma part de vous détailler à ce stade, puisque c'est toujours la même question. Ce sera pour 2020, donc ce sera voté par l'établissement. Mais sachez en tout qu'on est très soucieux de maintenir évidemment l'indépendance des festivals au sens large, et d'autre part, surtout, de faire en sorte que ce réseau incroyablement fécond, vivace, ancré, souvent par des bénévoles qui donc ne monétisent pas par définition leur action, que ce réseau-là soit non seulement conforté, mais même développé avec des partenaires locaux, bien sûr, comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, les festivals au sens large sont un sujet majeur d'attention dès 2020 pour le Centre national de musique. Seront, pardon, en bon français. Classique et jazz, c'est une des difficultés de l'expression orale. Quand on présente un projet qui couvre un champ vaste, on a toujours tendance à insister sur les modalités opératoires les plus significatives. Or, dans le champ de la musique, il ne fait aucun doute, et vous nous avez donné cette compétence, et nous vous en remercions. Vous avez voulu une maison commune. Une maison commune, il ne peut pas y avoir de distorsion entre telle ou telle esthétique. Sur la question précise qui a été posée, du grand symphonique, enfin des orchestres et des opéras, des grandes maisons musicales qui ont la spécificité d'être très subventionnées par les pouvoirs publics et de permettre aussi d'avoir des charges permanentes artistiques et techniques vouées à ces métiers. Sur ces grands opérateurs, en aucun cas, le Centre national de la musique ne viendra à complément de la subvention d'exploitation. Nous ne serons pas le petit pourcent de plus pour équilibrer le budget. Ça serait absurde. En revanche, nos dispositifs de soutien aux projets, pour des projets de développement innovants, sur des répertoires qui nous tiennent à cœur. Si on parle du classique, il y a un travail incroyable. L'école française baroque a réussi, est mondialement connue. Elle a avec d'autres, pas toute seule, mais quand même, a permis de repenser, revivifier le travail sur instruments d'époque, a permis de réémerger, de faire redécouvrir à des publics entiers, souvent à travers des festivals d'ailleurs, dans des formes très différentes, chambristes ou plus larges, a permis d'avoir cette incroyable revitalisation d'un pan entier de répertoire. Bien sûr que nous serons aux côtés de ces ensembles pour les aider à se développer sur le territoire, mais aussi, on l'a dit souvent, chaque fois que ce sera possible, à l'étranger, y compris en ayant une discussion avec notamment les entreprises, les producteurs de phonogrammes, puis ils ont un bac catalogue, ils ont énormément d'enregistrements dans le champ qu'on évoque. Donc comment faire pour rééditorialiser ce catalogue-là, c'est une discussion et des soutiens qu'on peut mettre en place. Voilà pour vous répondre globalement. J'ai dû oublier des choses. La générosité privée, oui, bien sûr. Vous nous avez permis de l'accepter. Donc, j'ai envie de dire en bon français, welcome on board à toute entreprise ou institution qui serait intéressée. Et ça fera partie naturellement de notre travail de convaincre autour de projets. La concentration du secteur, c'est un sujet strict du Conseil de la concurrence, c'est-à-dire de l'abus de position dominante. Je ne sache pas à ce jour qu'on observe le phénomène de concentration au sens juridique strict, mais incontestablement, et ça a toujours été le cas. Naturellement, la question c'est dans quelle proportion et quelles en sont les incidences. S'opère un mouvement capitalistique qu'on observe, avec bien sûr des contrats très élargis horizontalement, mais aussi une structuration verticale des entreprises et des opérateurs. Ce sont des questions importantes qu'il faudra d'abord mesurer avec eux, et ensuite envisager la façon dont éventuellement on peut aider ou pas au maintien de petites structures qui auraient un rôle vraiment déterminant pour le développement de nos territoires. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu
même si ce n'est pas sans doute totalement exhaustif, en tout cas à l'essentiel de vos questions et à l'esprit qui les soutenait. Je vous remercie de votre intérêt et reste à votre disposition, bien entendu, en tant que de besoin.